Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce webcast organisé par le monde informatique avec HubOne et Ericsson. Alors de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du monde de la mobilité. Il est souvent d'usage dans ce milieu-là de comparer le réseau cellulaire et la connectivité sans fil. C'est d'autant plus vrai avec le développement de la 5G et en particulier de la 5G privée. Et de l'autre côté, nous avons le Wi-Fi 6E. Donc tous les deux ont des arguments à mettre en avant. On a vu qu'il y avait plusieurs initiatives qui ont vu le jour dans différents secteurs d'activité, et notamment dans le secteur industriel avec l'arrivée de l'industrie 4.0. On a vu que dans ce secteur, on avait le développement de plusieurs capteurs et qui ont besoin de plus en plus de connectivité. Alors la question peut se poser justement sur la technologie. Quelle technologie choisir avec la mise en perspective des impératifs de performance, de couverture, mais aussi d'économie d'énergie. Alors, pour parler des bénéfices et des limites, mais également de la mise en œuvre de ces technologies, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table trois experts. Tout d'abord, Grégoire Delacroué, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes directeur Business Line Mobile professionnel chez HubOne et vous serez, on va dire, le défenseur de la 5G privée. Voilà. À vos côtés, vous avez Jean-Christophe Budin. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors vous êtes directeur Business Line Réseau et Communication chez HubOne et vous allez être aussi, vous, le défenseur du Wi-Fi 6E. Et alors j'allais dire peut-être en arbitre, ou en tout cas en monsieur loyal, Victor Arvidsson, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de la stratégie et des affaires publiques chez Ericsson. Absolument. Alors première, on va revenir avec Grégoire peut-être pour parler justement de cette fameuse 5G. Qu'est-ce qu'on entend par 5G privée exactement? En fait, la 5G privée, c'est la technologie 5G, mais qui permet de rendre une entreprise complètement autonome avec un réseau qui est étanche avec les réseaux de l'extérieur. Et c'est très important justement dans le milieu industriel parce qu'une usine, elle a envie d'avoir ses flux vraiment critiques totalement sécurisés et hermétiques par rapport à l'extérieur pour ne pas être dépendant d'une fibre qui pourrait se faire couper du jour au lendemain. Alors, quels sont les types de fréquences qu'on utilise justement pour cette 5G privée? Donc là, on est sur un large panel de fréquences. Ça va vraiment du 700 MHz jusqu'au 26 GHz, qu'on appelle les ondes millimétriques. Et certaines de ces fréquences sont disponibles au niveau national par les opérateurs grand public et d'autres qui sont réservées à des opérateurs privés pour pouvoir être sur des surfaces beaucoup plus localisées au niveau de l'entreprise elle-même. On entend des fois parler, quand on fait les expérimentations, de 4G, 5G. C'est quoi la différence entre les deux? La bascule, elle se fait aujourd'hui, c'est vraiment de la 5G, 5G, ou on est encore sur du LTE, 4G LTE, et ensuite basculer sur de la 5G? Alors ça va dépendre des cas d'usage. En fait, aujourd'hui, la 4G privée est aussi en plein essor. En fait, la notion de réseau mobile privé est relativement récente. Ça fait 3 ans que le marché est en plein développement. Donc ça a commencé par la 4G. La 5G est arrivée depuis 1 an et demi environ. Maintenant, en fonction de l'écosystème, en fonction du cas d'usage, on va préconiser ou plutôt de la 4,9G ou plutôt de la 5G privée en fait. D'accord. Même question pour vous, Jean-Christophe. On parle du Wi-Fi 6E. Alors, pareil, fiche technique, qu'est-ce que le Wi-Fi 6E? Ok, alors je vais peut-être présenter le Wi-Fi 6 avant le Wi-Fi 6E, qui est on va dire une évolution un peu particulière dans l'histoire du Wi-Fi. Donc le Wi-Fi a eu la bonne idée il y a quelques années de peut-être un peu mieux marketé et un peu moins geek. Donc maintenant on parle plus de 802.11 avec des lettres qui était quand même un peu compliqué à interpréter pour le grand public, et on parle de chiffres avec des générations. C'est un peu pompé effectivement sur les 3G, 4G, 5G. Donc le Wi-Fi 6 est apparu il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est une techno qui est mature. C'est ce qu'on utilise au quotidien, c'est ce qui est déployé sur des box grand public que vous avez, et concrètement tout réseau d'entreprise déployé ces dernières années et en Wi-Fi 6. Donc le Wi-Fi 6 qu'il a apporté par rapport aux générations précédentes, c'est comme souvent dans les technologies, dans les télécoms, c'est plus de débit, une latence plus faible, et c'est principalement, en l'occurrence, une fiabilité qui est plus importante, notamment sur les bandes de fréquences qui, historiquement, sur du 2,4 GHz, étaient quand même très saturées. Il y a eu des évolutions, parce que quand on est sur des points d'accès, on a notamment des technologies type MIMO, enfin en tout cas pour améliorer aussi la couverture. C'est les genres de choses qui ont été optimisées avec le Wi-Fi 6 et la partie E. Oui, exactement. Alors sur le Wi-Fi 6, c'était principalement cette partie-là qui a été optimisée, donc avec du MU-MIMO et de façon générale des optimisations radio qui ont apporté de meilleures performances. D'accord. Donc ça, c'est le Wi-Fi 6, qui est aujourd'hui notre technologie du quotidien. Et la petite particularité qu'il y a eu en évolution réglementaire ces dernières années, c'est qu'il y a une nouvelle bande de fréquences qui a été ouverte. Donc pour faire rapidement l'historique des bandes de fréquences sur le Wi-Fi, on a commencé petit, il y a très longtemps, avec 2,4 GHz.
donc qui est encore aujourd'hui la bande de fréquence qui est le plus utilisée, mais qui est extrêmement limitée. Donc vous avez concrètement, on parle en canaux de à peu près 20 MHz en Wi-Fi, vous en avez 3. Et il n'est pas rare, si pour ceux qui habitent en ville, dans des petits appartements, vous pouvez essayer de compter le nombre de réseaux Wi-Fi que vous captez, vous pourrez en avoir une centaine. Donc il est assez simple de se rendre compte qu'une centaine de réseaux sur 3 canaux, ça pose forcément problème. Donc il y a le 5 GHz qui a été ouvert il y a déjà pas mal de temps, donc qui permet d'avoir une quarantaine de nouveaux canaux. Et l'évolution qu'on a eue récemment, c'est le 6 GHz qui lui en permet encore une soixantaine de plus. Et donc le Wi-Fi 6E, c'est tout simplement la normalisation du Wi-Fi 6 pour prendre en compte ces nouvelles bandes de fréquences en 6 GHz qui vont permettre d'avoir plus de capacité et qui vont permettre aussi d'avoir sur ces bandes de fréquences-là uniquement des nouveaux terminaux et de ne pas avoir à gérer finalement des problématiques de perte de performance liées à la cohabitation avec d'anciens terminaux. Et on en parle de combien de débit Alors oui, en termes de débit, donc les débits théoriques sur le Wi-Fi 6, c'est de l'ordre sur le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E, généralement c'est de l'ordre de 10 gigabits. Ce qu'on va constater dans un environnement, on va dire, non idéal, où on peut avoir plusieurs dizaines d'utilisateurs sur la même borne, on va être typiquement sur des débits entre 50 et 100 mégabits. Après, quand vous êtes dans de bonnes conditions à domicile, vous pouvez effectivement taper jusqu'à 1 gigabit, rarement beaucoup plus. Grégoire, on va revenir sur la question de la 5G privée et notamment de voir un petit peu les avantages et les limites de chaque technologie. Sur la 5G privée, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cas d'usage ? En fait, en fonction des différents bénéfices, il peut y avoir des cas d'usage qui peuvent être plus ou moins pertinents effectivement par rapport au Wi-Fi. Si on prend déjà un premier bénéfice qui est la gestion de la mobilité, la 5G privée va permettre de faire un réseau totalement sans couture et donc va permettre la communication des personnes ou des objets à très haute vitesse en passant d'un milieu intérieur vers l'extérieur ou inversement, et ce jusqu'à 500 km/h. Donc ça permet d'assurer le maintien de la connexion, et donc le terminal ne va jamais bagoter entre deux antennes avec du coup des pertes de données ou des ralentissements liés au fait qu'il faille renvoyer les différents paquets. On appelle le handover. On appelle le handover, voilà. La capacité de pouvoir basculer d'une cellule à une autre. Tout à fait. Et donc, par exemple, le cas d'usage ultime, c'est un robot autonome qui va se déplacer dans tout le campus industriel à une certaine vitesse, va être en permanence connecté et va pouvoir communiquer sans aucune interruption. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites sur ça, enfin en tout cas qui commencent à émerger. Alors, ce qui commence à émerger, enfin ce qui est déjà relativement mature, c'est ce qu'on appelle les AGV, les Automated Guided Vehicles. Donc, c'est des robots qui sont sur des espèces de rails virtuels. Et plus ça va, plus le robot va être beaucoup plus libéré, entre guillemets, avec les AMR. Et ça, il y a déjà pas mal d'expérimentations qui sont faites. On ne peut pas dire encore que ce soit massif, mais c'est bien ce vers quoi le marché va. Victor, je vous donne la parole justement sur ces cas d'usage. Qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant que justement équipementier ? Est-ce que vous nous donnez quelques exemples ? Alors effectivement, c'est vrai que le premier cas d'usage, et vous en avez parlé, c'est le fait d'avoir cette mobilité, cette couverture extérieure. C'est quelque chose que le Wi-Fi a du mal à faire parce que les contraintes en puissance, les fréquences sont partagées, donc l'ingénierie pour faire un déploiement extérieur est du coup très compliqué. Donc ça, c'est disons que c'est le fruit le plus facile à attraper et c'est le besoin le plus immédiat. Après, l'autre élément qui est pas mal mis en avant, c'est aussi le côté critique. Et c'est vrai que là, il y avait l'exemple des AGV ou des véhicules autonomes. On peut imaginer qu'aujourd'hui, ils roulent quand même très très lentement. Poser le pied devant, ils détectent qu'il y a quelque chose, ils s'arrêtent. On pourrait imaginer à terme qu'ils roulent plus vite, quelques dizaines de kilomètres/heure, qu'on augmente la productivité du site. Mais ça suppose effectivement que tout est connecté, qu'il arrive à repérer les autres objets qui se déplacent. Et du coup, là, on rentre quand même dans des communications critiques. Et c'est un attribut qui revient assez souvent avec la 5G. C'est les deux premiers, après il y en a d'autres, mais c'est un peu les deux premiers. D'accord. Même question pour vous, Jean-Christophe. J'allais dire la parole est à la défense, mais là, on a dit que la 5G privée, enfin la 5G en tout cas, voilà, par rapport au Wi-Fi, avait des avantages. Il y a aussi des avantages sur la 5G, enfin sur le Wi-Fi, pardon, 6E. Et puis, quel cas d'usage justement On ne serait pas présentement en train d'utiliser le Wi-Fi s'il n'y avait pas un certain nombre d'avantages. En effet, donc le principal intérêt et la principale raison du succès du Wi-Fi, c'est globalement sa simplicité. Donc c'est une techno qui est aujourd'hui universelle. C'est très facile de trouver des devices, à la fois côté client, mais aussi côté réseau. Ça demande
relativement peu de compétences de déployer un premier réseau Wi-Fi. Ça demande beaucoup plus de compétences de déployer un bon réseau Wi-Fi avec un bon niveau de qualité de service. Mais il y a vraiment ce phénomène de simplicité, de déploiement de mise en œuvre, enfin de facilité de mise en œuvre qui est extrêmement important. L'autre aspect qui est aussi important sur le Wi-Fi, c'est que on peut le personnaliser et le configurer de façon extrêmement fine. Donc pour répondre vraiment aux différents cas d'usage qu'on peut avoir, faire des déploiements ad hoc sur une zone donnée pour un besoin donné avec des règles de sécurité qui vont être différentes entre les devices et selon les cas d'usage, et le tout pour un ticket d'entrée qui est en pratique extrêmement faible, puisque concrètement vous pouvez commencer un projet Wi-Fi à quelques milliers d'euros. La zone dont vous parlez, de la couverture, ce n'est pas une question de limitation, mais on est plutôt sur de l'indoor par rapport à la 5G qui serait plutôt sur de l'outdoor. On a souvent la perception pour le grand public que le Wi-Fi est un gros émetteur. Alors, il y a beaucoup effectivement de points d'émission, mais en pratique, c'est toujours à une puissance qui est très faible pour les raisons que j'évoquais. Donc c'est très adapté à de l'indoor, puisque de toute façon, pour avoir un bon niveau de service en indoor, vous allez déployer un émetteur tous les quelques centaines de mètres carrés, quelle que soit la techno. En revanche, sur de l'outdoor, là où il y a une logique économique à avoir très peu de points d'émission, vous êtes limité à 1 watt en Wi-Fi, donc concrètement vous allez devoir déployer énormément de bornes. Donc tout l'intérêt économique qu'on avait en indoor va se perdre potentiellement en outdoor sur de très grandes surfaces. Peut-être pour bien comprendre, voilà, en 5G privé, on peut aller en outdoor fréquemment jusqu'à 2 fois 20 watts, donc à comparer avec le Wi-Fi. Donc effectivement, le signal va beaucoup plus loin, mais aussi la 5G n'a pas du tout la même ce qu'on appelle l'efficacité spectrale, c'est-à-dire qu'à une puissance donnée, la 5G va aller plus loin en bord de cellule et donc du coup va étendre encore plus ce périmètre géographique pour éviter de multiplier le nombre d'antennes. Et de la même façon, la 5G va mieux gérer les interférences aussi avec entre les utilisateurs et avec d'autres bandes de fréquences voisines, on va dire. Grégoire, pour reparler des exemples sur la 5G privée, je crois que vous avez une expérimentation avec Aropa, en tout cas la partie port du Havre. Oui. Ça consiste en quoi exactement? Quel est le nombre de points hauts? Quelle surface couverte par la 5G privée? Donc effectivement, on a une expérimentation en ce moment avec Aropa et avec certains concessionnaires du port, et donc pour des cas d'usage différents. Il y a des cas d'usage qui sont liés au port, et Aropa, par exemple, travaille sur la gestion du dragage, qui est vraiment stratégique pour un port, puisqu'il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des plus gros porte-containers puissent rentrer dans le port avec du coup le dragage qui permet un fond suffisamment bas pour les faire rentrer. Et donc ce sont des bateaux qui ont des sondes et qui vont aller regarder les fonds marins et remonter en temps réel les informations pour envoyer la dragueuse, entre guillemets, qui va faire cette opération. Donc là, la couverture va dans la mer directement. Donc la couverture va dans la mer, et puis après il y a pour les concessionnaires, donc tout ce qui est logisticien, on va dire, du port, tout ce qui est déchargement des containers, où il y a par exemple d'autres cas d'usage qui sont liés à la gestion des cavaliers. Les cavaliers, ce sont les espèces d'énormes véhicules qui viennent prendre les containers et qui viennent les déposer quelque part sur le quai. Et donc c'est notamment la gestion de l'anticollision aujourd'hui qui est en train de fonctionner sur un réseau mobile privé. Et il n'y a pas de problème d'interférence parce que justement ces cavaliers sont relativement hauts et que ça pourrait, avec les points hauts, on sait que les grues ont été problématiques avec la 3G et la 4G. Là pour le coup c'est terminé ça. Alors avec un réseau mobile privé, effectivement, les interférences avec les milieux métalliques sont beaucoup mieux gérées. Alors après, dans la planification radio, il faut mettre les points aux bons endroits, les faire azimuter vers les bonnes directions, mais c'est très bien géré et c'est pris en charge justement par tous les logiciels de planification radio au démarrage. Une limite, en tout cas, on a évoqué avec Jean-Christophe le coût du Wi-Fi, qui est moindre en tout cas, qui est moins contraint. On parle souvent de cette partie-là, du TCO, du ROI, oui, et du prix de la 5G privée. C'est quoi comment on peut échapper, en tout cas, entre guillemets, à ce ticket d'entrée qui pourrait paraître élevé au départ? Alors effectivement, ce n'est pas les mêmes tickets d'entrée, on ne va pas se le cacher, pour la 5G privée que pour le Wi-Fi. Maintenant, il faut essayer d'accompagner les métiers à agréger leur business case, parce qu'en fait la 5G privée c'est quoi? C'est un socle commun sur lequel vont s'additionner énormément de use cases. Ce qui est difficile parce que ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs dans les entreprises, chacun a ses contraintes, chacun a son agenda. Et donc nous, ce qu'on recommande, c'est de commencer par une expérimentation, prendre un use case qui est le plus emblématique dans une entreprise, faire petit, donc sur une petite surface,
développer un réseau 5G privé expérimental, donc là sur quelques centaines de mètres carrés ou 1 kilomètre carré. Et donc là, pour quelques dizaines de milliers d'euros, on peut faire déjà une belle expérimentation, ce qui va permettre derrière de convaincre en interne dans l'entreprise industrielle par exemple, et faire en sorte ensuite d'agréger l'ensemble de ces autres usages sur ce socle commun. Est-ce que les équipementiers ont aussi leur rôle à jouer sur le contrôle des prix? On sait que vous avez aussi des équipements qui sont peut-être ad hoc, compacts. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement cette question budgétaire? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a des équipements, différents types d'équipements, puisqu'au départ, les réseaux 5G, c'était plutôt pour des réseaux de 10, 20, 30, 50 millions d'abonnés. Donc évidemment, on adapte ces équipements-là à ces besoins spécifiques, et puis on fait aussi des équipements vraiment dédiés à ces réseaux d'entreprise ou ces réseaux industriels. Donc on les adapte par rapport à ces besoins-là, ça c'est évident. Ça se traduit comment? C'est des mini-stations de base? Alors c'est des stations de base plus petites, et puis c'est aussi des cœurs de réseau plus petits, parce que les cœurs des réseaux, ils géraient beaucoup plus que ça. Donc c'est vraiment adapté à ces besoins-là en termes de nombre d'utilisateurs qui passent de plusieurs millions à quelques milliers. Donc ça c'est une manière de le faire. Et je pense qu'effectivement, il y a entre le Wi-Fi et la 5G, c'est aussi une question à la fois des cas d'usage. Effectivement, il y a des cas d'usage qui ne pourraient pas être traités par le Wi-Fi et d'autres qui se font plus naturellement par le Wi-Fi. Puis probablement aussi une question de taille, une espèce de taille critique qui justifie d'avoir ce déploiement 5G avec son cœur de réseau, ses différentes antennes. Donc il y a aussi ce seuil-là, à la fois les cas d'usage et la taille qui fait qu'effectivement le business case se justifie. Après, nous, ce qu'on dit, mais bon, après, je pense que vous avez probablement un regard aussi là-dessus, c'est que peut-être que le Wi-Fi parfois est moins cher en CAPEX au départ, et on a l'impression qu'à contrario, la 5G peut aussi être moins cher en termes en OPEX dans la vie du projet. Mais on est aussi au début de ces projets-là, donc on verra plus précisément ce qu'il en est. Sur la partie budgétaire, là Oui, je pense que ça dépend en effet des cas. Après, c'est vrai que ça va adresser souvent des use cases qui sont quand même, enfin des typologies de projets qui sont quand même très différentes. Donc on est vraiment dans le port du Havre, dans un projet type où il y a Gros campus. Gros campus, enjeux critiques, beaucoup d'interférences métalliques, où ça a vraiment du sens d'être sur de la 5G. Donc on va pas là, c'est le Wi-Fi n'est pas forcément sur la table sur des projets comme ça. Après, sur le ratio CAPEX-OPEX, sur du Wi-Fi, on n'est pas forcément sur des coûts de maintenance qui sont élevés, sauf si on a besoin d'un haut niveau de service, d'une certaine criticité, parce que ça demande une ingénierie continue, ça demande de prendre en charge les nouveaux interféreurs, de prendre en charge le nouvel environnement, de déployer les nouvelles technologies. Il y a aussi beaucoup de tests d'interopérabilité avec les devices qui ont beaucoup plus de liberté en Wi-Fi qu'ils l'ont sur les technos du monde 3GPP. Et ça, en fait, chaque fois qu'on va mettre en place un nouveau device, si on a une certaine qualité de service, on va expérimenter sur un certain nombre de choses qu'on va mettre en œuvre au niveau du réseau pour que ce soit optimisé. Et on se rend compte même que les grands constructeurs d'Access Point sont obligés de faire des partenariats dédiés avec les gros constructeurs de terminaux, Cisco avec Apple par exemple, de sorte à optimiser. Donc il y a toute cette partie-là qui, en effet, si on veut un très bon niveau de service sur un réseau où il y a de la criticité, où il y a un usage qui est important, qui va en effet demander à continuer à investir en termes de temps, plus qu'en termes de dépenses extérieures, on va dire, sur le réseau Wi-Fi. Donc il y a une question d'ingénierie et de fault-tuning qui est importante. Sur la partie des terminaux, pour rebondir, Grégoire, est-ce qu'aujourd'hui, sur la 5G, justement, on parle du milieu professionnel, au milieu industriel en particulier. Est-ce qu'il y a des terminaux qui sont dédiés justement à la 5G, qui sont compatibles? Parce que dans le grand public, on commence à les voir arriver. Est-ce que c'est vrai aussi sur la partie professionnelle? Et je poserai la question à Victor aussi juste après. Alors, il y a différents types de terminaux effectivement qu'il faut regarder dans la partie industrielle. D'abord, on va regarder les routeurs et les routeurs durcis ou semi-durcis. Et ça, aujourd'hui, il y a effectivement une belle gamme qui est déjà disponible sur le marché. Par exemple, on a mis récemment un routeur durci dans une baie extérieure totalement étanche pour aller faire de la détection de drones, par exemple, ou alors aller gérer la sécurité périmétrique d'un site sensible avec de la détection d'intrusion et des caméras associées. Il y a derrière les PC industriels aussi, qui peuvent être intégrés avec une carte 5G dedans, et qui peuvent être aussi embarqués dans des véhicules. Et puis, il y a tout ce qui est tablettes et smartphones durcis. Et là, les tablettes et smartphones durcis, aujourd'hui, ils sont tous compatibles 4,9G. La compatibilité 5G,
elle est en train d'arriver. Là, sur la roadmap 2022-2023, on voit arriver. Il y a déjà des premiers devices, pas énormément, il y a déjà des premiers devices qui sont compatibles. Mais il faut être très vigilant parce qu'il y a différentes formes de 5G. Il y a ce qu'on appelle la 5G non-standalone, la 5G standalone. Et en fait, le diable est dans les détails et il faut regarder vraiment device par device les caractéristiques qui sont vraiment, pour vérifier qu'elles soient vraiment compatibles avec le réseau qu'on est en train de mettre en place. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un certain niveau d'expertise pour assurer le fonctionnement de la chaîne de bout en bout. Quand vous dites standalone et non standalone, Oui. vous faites référence à quoi pour que les spectateurs Donc en fait, fassent la distinction vous avez entre les deux? Vous avez raison. Le non-standalone, en fait, c'est une 5G qui fonctionne, mais avec un 4G. Avec une 4G qui est déjà existante. Et donc la 5G, la radio 5G est spécifique, mais le cœur de réseau est commun 4G, 5G. Alors que le standalone, c'est un réseau 5G complètement indépendant qui n'a pas besoin de 4G. Et donc il se trouve que dans les réseaux privés, on est dans le cas standalone. Donc c'est-à-dire que la 5G se suffit à elle-même. Même question, Victor, sur les questions des terminaux. Aujourd'hui, on parlait de la maturité du Wi-Fi 6E avec les équipements. Aujourd'hui, sur la 5G, on est encore en train de... Ça émerge ou en tout cas, il y a déjà des choses qui sont... Alors, sur la 5G, de mémoire, quand on va sur le site de l'Association des constructeurs de terminaux, GSA, je crois qu'il compte plus de 1000 terminaux 5G, donc de types différents, en passant des téléphones, des tablettes, etc. Mais après, j'allais dire, le diable, et c'est vrai qu'il est un peu dans les détails aussi, il peut y avoir des bandes de fréquences où il y a plus de terminaux que dans d'autres. Tous les devices vont peut-être pas avoir une connectivité 5G. Je ne suis pas sûr que tous les fabricants de drones fassent des drones 5G. Je pense qu'ils font de plus en plus des drones 4G, mais pas forcément 5G encore. Donc, la force quand même de l'industrie mobile, c'est que depuis la 4G, on est sur un seul standard. Donc, ça fait des effets de volume absolument énormes, et c'est le cas sur la 5G. Donc, c'est quand même l'avantage. C'est que globalement, le volume est derrière pour que les terminaux arrivent. Après, il peut y avoir peut-être des bandes de niche un petit peu où l'industriel a intérêt à regarder est-ce que vraiment il y a un écosystème derrière cette bande-là qui peut-être est déployée nulle part ailleurs. Donc là, je n'ai pas d'exemple particulier en France, mais il peut y avoir des cas comme ça où il faut peut-être faire un petit peu attention. Mais globalement, sur les bandes dont on parle là, l'écosystème devrait être au rendez-vous. Et puis même sur les usages, parce que sur les terminaux durcis, quand on a de la 5G, il faut vraiment avoir aussi le besoin d'avoir autant de débit. Parce que si c'est sur du texte, ou en tout cas de la reprise de formulaire, ça risque d'être un petit peu, Alors sur la partie déceptif. Sur la partie purement textuelle, oui, il y a effectivement des modules de gestion de mission où du coup on va envoyer une mission à son collègue ou c'est quelqu'un en centrale qui va l'envoyer sur le terrain. Maintenant, il y a quand même les remontées vidéo. Plus ça va, plus les agents sont friands de pouvoir montrer ce qu'ils sont en train de voir en direct pour avoir le bon conseil. Alors ça se fait sur un terminal mobile aujourd'hui, mais on est en train de se développer aussi sur des lunettes connectées. Et donc tout ce qui est derrière maintenance à distance avec un certain niveau d'expertise qui peut intervenir en direct sans attendre le retour du technicien dans son centre de commandement, entre guillemets. Alors, vous avez vu qu'il y avait peut-être un affrontement entre Wi-Fi 6E et 5G privé. Mais finalement, quand je vous écoute, il peut y avoir aussi des porosités, en tout cas des complémentarités. Si oui, j'allais dire, non, parce que vous pouvez nous donner des exemples. Là, j'ai juste à vous écouter sur des lunettes connectées. Si la maintenance prédictive est faite en outdoor, on peut imaginer qu'on puisse basculer en Wi-Fi 6E. En extérieur, on peut très bien... En indoor, pardon. et en extérieur, en outdoor, avec de la 5G privée. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut imaginer, en tout cas? Oui, c'est le genre de cas d'usage qu'on peut imaginer. Après, il y a quand même il y a beaucoup de contraintes qui vont se créer projet par projet sur les équipements connectés, effectivement, lesquels vont être 4G, 5G, lesquels vont être Wi-Fi. Typiquement, ce dont on se rend compte, c'est que le Wi-Fi, c'est quand même une techno universelle au-delà des terminaux mobiles, et tout objet connecté, même s'il est destiné à un usage, on va dire small business ou particulier, il va d'abord être Wi-Fi. Donc on peut avoir des cas où on peut vouloir utiliser par exemple un système d'hologramme dans le retail. Alors je sors de l'industrie, voilà, celui-là, la start-up qui l'a développé, l'a fait uniquement en Wi-Fi dans un premier temps. Donc on peut souvent se retrouver à jongler sur les complémentarités des réseaux aussi pour finalement avoir tous les équipements. Mais très clairement, le use case que vous évoquez,
d'avoir une couverture donnée sur du Wi-Fi dans des surfaces indoor et d'avoir de la 5G en outdoor, c'est clairement le genre de cas qu'on va rencontrer de plus en plus dans la vie réelle. La difficulté, ça va être surtout, si on demande à un terminal de se connecter à la fois sur du Wi-Fi et sur de la 5G, ça va être la gestion des deux réseaux. Et ça, l'intelligence dans le terminal n'est pas forcément la même. Chaque constructeur, chaque système d'exploitation va avoir ses propres règles et qui ne seront pas forcément à la main de l'entreprise. Et c'est là où il peut y avoir des risques. Et donc ça, il faut vraiment le prendre en compte au démarrage du projet. Et c'est la partie qui est non normée. Voilà. C'est vrai qu'en tant que professionnel des télécoms, on va avoir tendance à souvent observer les fabricants de matériel là-dessus en se disant que ce n'est pas leur force non plus de savoir optimiser cette partie-là. Et c'est là où on peut avoir des cas un peu compliqués en termes de qualité de service. La 5G, à l'origine, de mémoire, était justement là pour faire aussi une agrégation. C'est-à-dire pas utiliser que la partie cellulaire, mais aussi utiliser la connectivité sans fil. En tout cas, d'avoir une sorte de sans couture. Parce qu'à un moment, on parlait du WiMAX avec Là, est-ce que justement, aujourd'hui, la 5G privée permet d'avoir ce contrôle, ou en tout cas cette supervision des différents réseaux? Pour moi, la problématique là-dessus, elle est quand même principalement au niveau du device. Donc finalement, la bonne ou la mauvaise gestion du passage d'un réseau à l'autre va quand même dépendre de la manière dont c'est implémenté par le constructeur. Et finalement, en tant que réseau 5G privé, vous ne pouvez pas dire au device, tiens, connecte-toi au Wi-Fi, tiens, on utilise les deux, on agrège. C'est quelque chose qui est vraiment piloté au niveau du device. Donc ça peut être plus ou moins bien fait. Et le meilleur exemple, c'est que l'équipementier qui est autour de cette table, Ericsson fait de la 5G, ne fait pas de Wi-Fi. Donc, est-ce que justement, vous allez être obligé de prendre en compte aussi le fait qu'on n'est pas qu'une seule technologie et que le monde est complémentaire? Et par exemple, dans l'industrie, on peut basculer dans un entrepôt du Wi-Fi à l'extérieur sur de la 5G. Oui, de toute façon, à titre d'exemple, Ericsson a inventé le Bluetooth, donc on est bien conscient qu'il y a un intérêt à mixer les technologies, qu'elles répondent à des fonctions un peu différentes, des connectivités très proches, moyennement proches. Donc, effectivement, c'est pas la 5G contre le Wi-Fi ou contre d'autres technologies. On peut aussi voir des technologies LoRa, par exemple, qui peuvent aussi s'insérer là-dedans. Ce que je peux peut-être dire en plus, ce qui est intéressant avec la 5G, c'est que c'est aussi un système global où on peut imaginer un réseau privé qui peut éventuellement se connecter à un réseau commercial extérieur. On peut imaginer une usine qui a différents sites et qui a envie d'assurer une connectivité entre ces sites, qui peut avoir envie d'avoir peut-être des trains autonomes ou des véhicules autonomes qui vont d'un hangar à un autre, donc d'un hotspot couvert en réseau privé vers un autre, en passant peut-être par un réseau commercial à un moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aussi avec la 5G, de s'insérer dans une architecture plus large, plus globale. Donc c'est aussi un des bénéfices. Vous évoquiez la partie LoRa, on voit qu'il y a des évolutions aussi. Les capteurs sont souvent sur des trucs de basse consommation, enfin en tout cas des solutions de basse consommation, de connectivité. C'est quelque chose que vous voyez aussi arriver avec les évolutions de LoRa, avec LTE-M et puis d'autres, ou le NB-IoT. C'est quelque chose que vous voyez ? Alors le LTE-M et le NB-IoT aujourd'hui sont bien normés effectivement sur la 4G, mais leur arrivée sur la 5G est bien prévue effectivement dans les différentes releases de l'organisme qu'on appelle le 3GPP. Donc ça c'est bien prévu et il faut derrière que l'écosystème des différents capteurs se mette en place. Un sujet dont on parle, j'allais dire un peu moins, mais il existe aussi en France des radios comme privées, en tout cas la partie GSMR, PMR. Est-ce que la 5G aussi a vocation à suivre le mouvement d'évolution de la PMR? Oui, tout à fait. En fait, la PMR est déjà en train de basculer sur des réseaux cellulaires. Donc, c'était ça vraiment la nouveauté d'il y a quelques années. Hein. Et le ministère de l'Intérieur lui-même est en train de faire basculer ces anciens réseaux de talkie-walkie vers des réseaux cellulaires, avec évidemment tous les mécanismes de protection qui sont nécessaires. Mais il y a ce qu'on appelle le Mission Critical Push-to-Talk. Donc, c'est vraiment la partie talkie-walkie pour on va dire les données qui ont un enjeu de vie ou de mort, entre guillemets. Donc c'est vraiment important, qui vont prendre le dessus par rapport à toutes les autres communications. Et on peut prendre l'exemple de l'aéroport aussi, où là actuellement, Boine est en train de faire la bascule entre l'ancien réseau qui s'appelle le réseau Tetra vers un réseau mobile privé. Mais si je me permets d'ajouter quelque chose, on est un peu dans le même type de débat là aussi que sur le Wi-Fi versus 5G. C'est-à-dire qu'on a des technos de PMR qui concrètement sont, pour certaines d'entre elles, je pense à la DMR, je pense même à de l'analogique, qui sont des technos qui sont
peu chers, qui sont simples à déployer, qui sont efficaces même dans des petits environnements. Et là aussi, on va avoir des typologies de déploiement, comme disait Grégoire, quand on est sur du mission critical, quand on est sur des sites importants ou qu'on est sur une utilisation nationale, comme c'est le cas pour les services publics. Là, on va basculer sur de la 5G privée, très clairement, ou pré-privée ou de la 5G de façon générale. Et on va quand même garder ces technos-là probablement pour encore une durée assez longue, parce qu'elles ont quand même une fiabilité et un coût qui sont extrêmement intéressants. On va regarder aussi le cycle de vie de chaque technologie. Il y a des technologies effectivement Tetra qui sont clairement en fin de vie, des technologies DMR qui sont sur des plus petites emprises et qui là vont continuer à perdurer, mais effectivement sur des usages beaucoup plus simples. Victor, peut-être pour relancer le débat, vous êtes donc chez Ericsson, qui est un équipementier suédois. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage au niveau européen sur des exemples de 5G privés qui ont été déployés? Est-ce que finalement c'est les mêmes cas d'usage, les mêmes secteurs d'activité qu'en France? Oui, je peux donner peut-être 2 exemples. Un premier exemple, ça va être par exemple dans l'industrie minière. C'est quelque chose qui est assez présent en Suède, qu'on va voir aussi au Canada, en Australie. Et c'est vrai que l'industrie minière, ça répond à un attribut important de la 4G et de la 5G, on en a parlé, c'est la couverture outdoor. Il faut imaginer une mine à ciel ouvert, c'est un cratère qui fait le quart de Paris intramuros, donc le couvrir en Wi-Fi, c'est juste cauchemardesque. Et en plus, l'autre intérêt, c'est qu'effectivement, un autre frein éventuel au déploiement de la 5G industrielle, ça peut être un peu le business case. Est-ce qu'il y a vraiment le business case? Est-ce qu'il y a les cas d'usage? Comment j'agrège les différents cas d'usage? Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être un peu compliquées. Alors que dans l'industrie minière, c'est très très simple. Le frein principal, c'est la productivité, c'est le fait que je dois attendre que les explosions pour dégager le minerai soient faites, je dois préserver les employés qui sont sur la zone, etc. Et donc, si j'automatise des choses, je peux augmenter le rythme, je m'augmente la productivité et je rentabilise très très vite mon investissement. Donc ça, c'est un cas qui est assez facile. Et après, ça s'étend un petit peu, on a parlé à d'autres cas, l'industrie portuaire, par exemple, il y a le cas du Havre, il y a d'autres grands ports européens qui se rejoignent un peu là-dessus parce qu'il y a cet environnement outdoor et puis il y a cette compétitivité européenne entre les ports. Si je suis plus performant que le voisin, j'ai plus de trafic. Donc ça, c'est un des grands, c'est une famille de cas. Et l'autre, on voit pas mal de choses dans l'industrie automobile, par exemple en Allemagne, où ils sont aussi en train de réfléchir à la manière d'être plus efficaces. Ils travaillent aussi sur des communications critiques, peut-être des choses avec des temps de latence très faibles, des processus qui peuvent créer des vibrations. Donc si j'arrive à bloquer la vibration avant qu'elle endommage la pièce que je suis en train de construire, finalement j'ai économisé du temps et de l'argent. Donc il y a ces cas-là. En France, il y a aussi ArcelorMittal, par exemple, sur ses sites industriels, EDF sur ses centrales nucléaires, si je reviens de l'Europe vers la France. Mais je dirais... Voilà, les grands sites outdoor et puis l'automobile, c'est aussi important. Alors, vous avez évoqué la partie, entre guillemets, EDF et l'énergie. Peut-être une question aussi, je disais en introduction qu'il y avait une problématique de consommation d'énergie. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose pour tous les industriels, et peut-être de manière plus importante que précédemment. Finalement, ces connectivités, que ce soit du cellulaire ou que ce soit du sans-fil, qu'est-ce que ça peut apporter comme... économie en matière d'énergie? C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit que le prix du mégawattheure dépasse les 1 000 euros, on voit bien que les entreprises ont besoin de repenser totalement leur système de gestion de l'énergie. Et évidemment, les télécoms font vraiment partie de ce système, parce qu'il y a 2 façons de voir. C'est ou bien on se dit les télécoms, c'est une technologie de plus pour aller faire de la 5G privée ou du Wi-Fi, et donc du coup on va cumuler les machines et les salles de serveurs informatiques, et donc du coup ça va consommer plus. Oui, mais pour quel bénéfice sur les processus en tant que tel industriels, sur la ligne de production, qui va pouvoir peut-être économiser. Victor parlait du coup d'essayer d'anticiper les problématiques de fabrication, et donc du coup de pouvoir arrêter la ligne de production à temps avant de créer des pièces qui seront du coup jetées par faute de qualité. Et bien ça justement, ça va permettre d'économiser en disant pour fabriquer 10 pièces de bonne qualité, je vais peut-être en produire que 11, alors qu'avant il fallait peut-être que j'en produise 12 ou 13. Et du coup, ces 2 pièces qu'on a économisées, c'est autant d'énergie qu'on a aussi économisé. Donc il faut vraiment regarder les aspects au sens large et pas uniquement l'aspect purement technique. Même question. Sur l'intérêt des technologies en termes
de réduction, on va dire, de sa consommation électrique ou de façon générale de son empreinte carbone. Je ne dirais pas plus que ce qu'a dit Grégoire. Très clairement, le driver du déploiement de ces technologies, c'est quand même pour augmenter la productivité, pour optimiser, et donc ça passe normalement par une meilleure optimisation énergétique in fine. Après, sur les technos en tant que tels, et pour revenir un peu sur le Wi-Fi, qui est une technologie qui historiquement consomme assez peu par elle-même finalement, et quand vous regardez, on parlait de TCO tout à l'heure, quand on regarde sur un TCO d'un projet Wi-Fi, la partie consommation électrique, on ne va même pas la mettre dans l'Excel tellement elle représente peu, historiquement, mais on optimise de plus en plus, le coût du kilowattheure augmente, il y a une pression aussi éthique à faire mieux là-dessus. Et c'est des choses qui maintenant commencent à être intégrées par les constructeurs à la fois d'access point, mais aussi de terminaux pour avoir une meilleure consommation, sur lesquels on peut aussi piloter, c'est l'avantage d'un système qui est très ouvert, on peut les piloter par API, des extinctions automatiques quand on n'en a pas besoin. Ça peut se faire directement aussi sur les ports du switch, parce que c'est généralement branché sur des switches en Power over Ethernet. Donc on peut faire ces optimisations, et on sent cette prise de conscience depuis environ 1 an ou 2 dans l'écosystème qui, objectivement, n'existait quand même beaucoup moins avant. Donc on va aller vers ça. Les prochaines normes vont apporter aussi des progrès. Donc ça, c'était plus des initiatives, on va dire, d'acteurs individuels. Le Wi-Fi 7 devrait être un progrès assez important de ce point de vue-là aussi. La transition, alors juste avant de rebondir sur les évolutions, peut-être aussi une question pour vous, Victor, sur justement la consommation d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération, notamment dans la fabrication sur des stations de base ou des cœurs de réseau, enfin en tout cas de la consommation énergétique? Oui, déjà je rejoins complètement ce qui a été dit. Dans le cadre industriel, ce qui est quand même intéressant, c'est que le numérique est au service du reste et au service de la réduction de l'empreinte énergétique globale du processus de fabrication. Donc c'est de la consommation pour atteindre un objectif plus important. Après, ce qui est intéressant, c'est que la 5G, c'est la première technologie mobile, donc avant la première, deuxième, troisième et quatrième, où vraiment l'aspect environnemental a vraiment été au cœur des standards. C'est au cœur des standards dans le sens où les antennes sont beaucoup plus efficaces, où elles peuvent effectivement, en gros, limiter les émissions là où il n'y a pas d'utilisateur. Il y a aussi ces processus d'extinction quand il n'y a pas d'utilisateur ou de différents algorithmes pour maximiser l'efficacité du système. Donc c'est au cœur c'est pleinement pris en compte, en tout cas dans la définition des solutions. Il faut aussi prendre en compte le fait que les réseaux mobiles privés sont là pour remplacer aussi certains réseaux qui sont en fin de vie. Et donc c'est pas une strate de plus dans la gestion des télécoms, c'est aussi un remplacement. Ça fait du sens si derrière on arrive à éteindre un réseau DECT qui faisait que de la voix et pas de data, un réseau Tetra qui faisait du talkie-walkie, potentiellement un réseau Wi-Fi qui n'était pas forcément adapté parce que plus orienté outdoor et donc du coup avec des défauts d'expérience client. Et c'est vraiment avec ces extinctions qu'on va aussi faire des économies une fois que le processus de migration, qui est un processus complexe, est totalement terminé. C'est vrai que dans les deux cas, on évoquait un certain nombre de technologies qui sont déjà présentes aujourd'hui dans différents points industriels. Là, on est vraiment dans une logique d'avoir une techno, ou 2 technos au maximum qui vont prendre l'ensemble des usages. Donc on est aussi sur cette mutualisation et c'est un intérêt aussi écologique. Alors vous évoquiez tout à l'heure la partie Wi-Fi 7. Peut-être rebondir juste avec vous sur l'évolution justement du Wi-Fi. Ça va dans quelle direction ? Que c'est encore des augmentations de débit, des faibles latences ou what else? Alors c'est principalement ça. C'est vrai que dans les télécoms, on a quand même tendance à revenir sur ces aspects-là. Le débit, donc le Wi-Fi 7 promet 30 gigabits théorique, donc une augmentation de débit encore plus importante. C'est loin d'être sûr que ce soit vraiment l'enjeu d'arriver à plus de débit là-dessus. L'enjeu, c'est plutôt d'être avec une meilleure fiabilité, de réduire la latence. Ça, en revanche, il y a beaucoup de use cases industriels notamment, enfin, professionnels de façon générale, et même personnels pour le gaming, etc., où c'est une importance qui est prépondérante. Donc l'enjeu, ça va être surtout la fiabilité. C'est-à-dire, même si on a 0,5% des cas dans lesquels on a un débit qui est médiocre, qui ne permet pas de couvrir les besoins, c'est ce 0,5 qu'il faut réduire à 0,3, 0,2, 0,1. Le Wi-Fi 6 a été un très très gros progrès là-dessus, notamment sur la bande historique des 2.4 que j'évoquais tout à l'heure. Et le Wi-Fi 7 va aller aussi dans cette direction. Et le Wi-Fi 7, on reste sur les mêmes bandes de fréquences
Alors, on reprend les bandes de fréquence de 4.5 et la nouvelle, la 6, qui est là pour le Wi-Fi 6E. Donc oui, ça va exploiter l'ensemble des bandes de fréquence. Et c'est vrai que c'est un point aussi à souligner quand même sur les bandes de fréquence. Là, le Wi-Fi permet finalement d'exploiter environ 1 GHz, alors encore beaucoup plus aux US en l'occurrence, parce qu'ils ont, enfin, et dans d'autres pays, puisqu'ils ont ouvert plus qu'en Europe. Donc ça veut dire que sans demander de licence, sans autorisation, en fait, on a en pratique une possibilité de bande passante qui est juste énorme. Même question pour vous, Grégoire, là pour le coup sur la 5G. Aujourd'hui, on entend déjà des travaux qui sont faits sur la 6G. C'est quoi l'évolution de la 5G et de la 5G privée en particulier? Alors la 5G évolue tous les jours, donc on n'a pas fait référence encore au slicing, mais effectivement les réseaux mobiles grand public vont bénéficier du slicing et donc du coup vont pouvoir adapter des niveaux de qualité de service et des niveaux de service au sens large en fonction des types de besoins des entreprises. Alors le slicing, pour rappeler, c'est en fait on découpe le réseau en fonction des usages, c'est ça? En fonction des usages en tranches, et donc on peut faire jouer ou bien un débit important, mais du coup une latence moins critique, ou une latence très critique et avec des flux de voix qui sont priorisés par exemple. Donc ça dépend vraiment du besoin. Et évidemment, du coup, ça ne sera pas du tout les mêmes enjeux économiques pour le réseau mobile qui sera sollicité en fonction de ces demandes. Maintenant, le slicing, c'est géré sur le réseau mobile grand public. Donc ça reste un morceau du réseau mobile grand public qu'on met à disposition d'une entreprise. Donc c'est complètement différent d'un réseau mobile privé qui, lui, est totalement spécialisé pour l'entreprise. Et puis après, effectivement, ces évolutions continuent à faire leur chemin et on prépare déjà la 6G, puisque dans les télécoms mobiles, globalement, il y a une génération tous les 10 ans. Donc la 5G est arrivée depuis les années 2019. Donc voilà, d'ici 6-7 ans, la 6G sera une réalité. Et ça, je pense que je vais laisser Ericsson répondre sur ce qu'Ericsson nous réserve pour la suite. Le bâton est tendu. Oui, effectivement, mais c'est vrai que ça a vraiment commencé, enfin ça a commencé même de mémoire en début de l'année dernière sur les premiers projets de recherche sur la 6G au niveau européen. On vise effectivement plutôt 2030. Il y a quelques thèmes qui sont assez pertinents pour l'industrie. Il y a des thèmes par exemple sur... effectivement, par exemple, des communications haptiques, donc vraiment avec une sensation de temps réel, de contrôler des machines-outils à distance, donc avec des temps de latence extrêmement faibles, passer sous la fameuse milliseconde, peut-être que le système soit au quart de la milliseconde, des choses comme ça. On a aussi cette idée d'avoir des objets connectés beaucoup plus nombreux. Vous parliez de quelques centaines de milliers, et là on veut rajouter un facteur 10, donc arriver à 10 millions peut-être d'objets au kilomètre carré, donc ce qui permet d'avoir un suivi un peu différent du site industriel, d'avoir peut-être vraiment un jumeau numérique beaucoup plus poussé. On commence aussi à parler de communication immersive, d'hologrammes, peut-être pour la formation, peut-être pour la conception d'un site industriel où chaque corps de métier se met dans un métavers pour concevoir l'usine du futur, où celui de la logistique va dire « bah non, vous ne pouvez pas passer le câble là, vous voyez bien que, etc. » Donc voilà, et puis après on est aussi sur des débits plus élevés, peut-être des douches de données sur certaines zones, un peu cette idée-là. Mais on est vraiment au début, donc il y a des thèmes, c'est les articles de recherche lancent un peu ces pistes-là, et puis d'ici la fin de la décennie, on aura des standards et des nouvelles bandes de fréquences identifiées. Après, sur les évolutions, si je peux rajouter quelque chose sur la partie Wi-Fi, c'est vrai qu'on va avoir tendance à se focaliser sur les générations. Donc, en l'occurrence, Wi-Fi 5, 6, alors 6 qui est un peu à part dans l'histoire du Wi-Fi, Wi-Fi 7. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les technos, elles vivent au quotidien. C'est vrai également sur les technos mobiles. Et en fait, dans le Wi-Fi, il y a des tonnes de micro-évolutions. Je dis micro, elles ne sont pas micro en pratique, mais elles sont beaucoup moins médiatisées et beaucoup moins relayées par définition, qui vont apporter un certain nombre de choses. Donc, typiquement, on parlait de la faiblesse un peu historique tout à l'heure. Je crois que c'est toi qui l'évoquais, du Wi-Fi sur tout ce qui est handover, c'est assez logique en fait. C'est une techno qui a été faite pour étendre un réseau filaire, pour le rendre sans fil, donc plus dans une optique domestique. C'était pas prévu à la base pour qu'on passe d'un access point à l'autre, et sur des réseaux où on va avoir 2000, 3000, 4000 access points comme ça existe aujourd'hui. Donc ça, c'est des technos c'est des usages qui sont historiquement mal gérés. Il y a des tonnes d'évolutions qui sont arrivées, pas dans le cadre du Wi-Fi X, enfin du Wi-Fi avec un chiffre, mais des fameuses 802.11 avec une lettre, comme du K, VR, etc., qui permettent aujourd'hui d'avoir un roaming qui est optimal.
On a la même chose sur des améliorations de sécurité, évidemment. Que là aussi, on va dire, historiquement, il y avait des réseaux Wi-Fi plus ou moins fiables. Aujourd'hui, on a des protocoles qui sont quand même beaucoup plus sûrs s'ils sont implémentés, ce qui est loin d'être toujours le cas. On est à quel niveau maintenant de protocole? Parce qu'on avait du web, on avait du WPA, et après on a des évolutions et des déclinaisons. On en est où aujourd'hui? Et puis est-ce que c'est vraiment sécurisé? Alors aujourd'hui, si on prend, enfin, il y a beaucoup de mécanismes de sécurité qui s'ajoutent à ça, mais sur le mécanisme principal, on va dire, d'authentification à un réseau Wi-Fi, aujourd'hui c'est le WPA3 qui a succédé au WPA2. Qui était vieux, enfin qui date de plus de 10 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les devices sont là, les access points aussi, donc c'est possible de le déployer. Après, il y a une latence du marché et une préoccupation pour la cyber plus ou moins importante qui fait qu'en pratique, il y a de fortes chances que nous quatre, on soit tous en WPA2 chez nous. Et la WPA3 permet effectivement un niveau de sécurité qui est très satisfaisant. Grégoire, peut-être une question aussi sur la 5G privée. On a parlé tout à l'heure des questions budgétaires. Il y a aussi une question réglementaire qui existe. On sait qu'en France, il y a eu récemment un plan, en tout cas une stratégie de développer plus rapidement la 5G privée dans l'Hexagone. Il y avait cette problématique de licence aussi, d'expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et de voir qu'est-ce qui va changer justement pour que les expérimentations soient plus larges? Alors aujourd'hui, il y a une bande de fréquence qui est disponible pour les réseaux mobiles privés qui est pérenne, qui est la bande de fréquence 2,6 GHz TDD, désolé pour les acronymes, donc sur laquelle nous, par exemple, on opère plusieurs réseaux mobiles privés aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette bande de fréquence, par rapport à l'écosystème, elle est un petit peu éloignée de ce qu'on appelle la bande cœur, qui est la bande qui a été affectée aux opérateurs grand public, donc qui est ce qu'on appelle la 3,5 GHz pour la 5G. Et donc l'organisme réglementaire, l'ARCEP, a décidé de mettre en expérimentation une nouvelle bande de fréquence qui est plus proche, qui est autour de 3,8 GHz, 4 GHz. Donc aujourd'hui, on peut faire des demandes d'expérimentation là-dessus. C'est une bande de fréquence qui est aussi plus large, parce que dans la bande de fréquence 2,6, il y a 40 MHz qui sont disponibles, alors que dans la bande 3,8, il y a 200 MHz. Donc ça veut dire qu'on peut aller atteindre des débits beaucoup plus importants et on peut plus facilement coexister avec un réseau 5G privé voisin, parce que souvent les industries sont dans des zones industrielles avec beaucoup d'entreprises qui ont les mêmes problématiques, mais chacune veut être autonome par rapport à l'autre, et donc il y a la gestion des interférences, et donc cette gestion d'interférences se fait plus facilement à partir du moment où on est sur des bandes de fréquences qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui se suivent. Donc on a des blocs de spectre qui sont différents. Tout à fait. D'accord. Peut-être dernière question, j'allais dire pour vous trois, si vous aviez un dernier conseil à donner pour le développement à la fois de la 5G privée et du Wi-Fi 6E, ça serait lequel? Alors peut-être démarrer par le Wi-Fi 6E, puis on se terminera par la 5G privée. De bien réfléchir à ces différents use cases et de faire des bons choix technologiques. Je pense qu'expérimenter aussi, comme le disait Grégoire tout à l'heure, c'est important. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites par beaucoup d'acteurs dans l'écosystème, alors qui sont généralement vraies, mais il vaut mieux les vérifier par soi-même dans son environnement très spécifique. Et c'est vrai que là, il n'y a pas deux entreprises qui sont vraiment dans le même cas, donc il faut passer quand même une certaine énergie à concevoir. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger la partie expertise aussi qui est nécessaire sur ces réseaux. Et je pense en particulier sur le Wi-Fi, où il y a le bon et le mauvais Wi-Fi, comme il y a le bon et le mauvais chasseur, sauf que là c'est un peu plus factuel. Il y a vraiment des bons et des mauvais Wi-Fi, et étant donné qu'on est souvent confronté à des mauvais Wi-Fi, on a l'impression que ça vient de la techno. En fait, la techno permet une liberté énorme, donc on va faire le meilleur comme le pire. Et en l'occurrence, c'est vraiment très important à la fois en conception et en run de passer suffisamment d'énergie et d'avoir les hommes et les femmes qui sont capables de faire vivre ces réseaux. Même question, Victor. Finalement, s'il y avait un dernier conseil pour installer, ou en tout cas pour développer un projet de 5G privé, vous diriez quoi? Alors, je pense qu'une des barrières, c'est effectivement l'industriel a un système établi, qui est ce qu'il est, mais on peut penser que les lourdeurs sont quand même assez importantes pour évoluer vers, en l'occurrence, le 5G privé. Donc je pense que pour passer ces lourdeurs, effectivement, c'est intéressant d'essayer de travailler sur les cas d'usage, de faire des expérimentations sur certains. Et puis aussi, je pense de se dire que si on va vers la 5G privée, ou la 5G, c'est qu'il y a pas mal d'architectures possibles. On peut avoir son propre réseau, on peut être dans des réseaux hybrides, peut-être même utiliser le réseau commercial de l'opérateur. Donc se dire que le choix est assez vaste et qu'après, il faut choisir celui qui correspond le mieux à ses besoins. Mais voilà.
Alors Grégoire, peut-être pour le mot de la fin, même question, c'est quel serait le conseil que vous donneriez pour développer un projet de 5G privé? Alors j'aurais 2 conseils à donner. Le premier, ce serait de venir visiter des réseaux mobiles privés qui sont déjà déployés dans des environnements complexes, parce que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à se projeter dans des cas d'usage bien spécifiques. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé on parlait tout à l'heure des concessionnaires du port du Havre. Hub One a invité à l'aéroport Charles de Gaulle les concessionnaires du port du Havre pour visiter le réseau mobile privé qui a été déployé sur l'ensemble de l'aéroport. On a pu leur faire visiter les différentes arcanes, notamment le trieur bagage qui est un environnement très métallique, très industriel, qui a fini par les convaincre parce que c'est effectivement en mettant le terminal dans les mains qu'on arrive à voir vraiment ce que ça veut dire concrètement. Donc ça, c'est le premier conseil. Et puis le deuxième conseil, c'est de télécharger un livre blanc que Hub One aussi a mis en place qui s'appelle Wi-Fi 6 ou 5G privé, quelle technologie sans fil choisir dans l'industrie. Donc il est en téléchargement sur le site hubone.fr et il reprend un petit peu l'ensemble des arguments qu'on a pu déployer autour de cette table ronde. Grégoire, Victor et Jean-Christophe, merci beaucoup pour cette émission, puis pour cet échange à la fois sur le Wi-Fi 6 et sur la 5G privée. Merci Jacques. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.